Bonjour. Une autre grande question laissée irrésolue à ce jour par les théoriciens du Blitzkrieg concerne l'aviation. En effet, voici près de 80 ans qu'ils n'ont pas été capables d'expliquer pourquoi, alors qu'en mai 1940, l'armée de l'air française à elle seule possédait plus d'appareils que la Luftwaffe. Elle ne lui a opposé pendant 7 semaines qu'une moyenne de 500 avions. Personne pour nous dire par quel autre miracle les Allemands ont pu ainsi conserver la maîtrise du ciel, et surtout, qui a été responsable de cette nouvelle gabegie. Et bien sûr, nous commençons à avoir l'habitude de ce genre de cases laissées vides par la version d'État. Nous n'entrerons donc pas dans les détails des mensonges servis par les experts pour camoufler cette autre trahison majeure. Ce qui permettra d'aller directement au but en vous offrant toutes les explications nécessaires. Reprenons les chiffres de M. Frieser, qui font aujourd'hui unanimité. Ils concernent uniquement les avions dont disposait chaque pays et le nombre de ceux qu'ils ont effectivement alignés au 10 mai, jour de l'attaque allemande. Vous constatez que les Français, à eux seuls, avaient plus d'appareils que les Allemands. Nous savons, d'autre part, que la suprématie allemande a été constante dans les airs. Notre enquête portera donc sur 3 points. Premièrement, pourquoi, sur les 5000 appareils dont disposait l'armée de l'air, seuls 879 étaient-ils prêts à intervenir? Deuxièmement, pourquoi n'a-t-elle utilisé que 500 appareils environ, en moyenne, sur le front du Nord? Où étaient les 300 autres? Sachant que l'aviation française a brillé par son absence tout au long de la bataille, où étaient les 500 avions qui auraient dû contrer la Luftwaffe et protéger les troupes, l'artillerie et les chars français? Commençons par répondre à la première question. Pourquoi plus de 4000 appareils sont-ils restés au sol pendant toute la bataille? Et la réponse est simple. Parce que bien qu'ils aient été assemblés et qu'ils aient été réceptionnés par l'armée, celle-ci ne les a pas enregistrés comme bons pour le vol. Pourquoi? Parce que des milliers d'entre eux, il manquait ici de l'armement, là des instruments de vol. Les experts de la version d'État se sont donc hâtés de prétendre que c'était de la faute de l'incroyable anarchie régnant dans l'armée, les usines, l'administration, etc. En réalité, tous ces matériels manquants étaient indisponibles et l'appareil se retrouvait cloué au sol, faute de quelques heures de travail seulement, pour monter ses accessoires. Le procès de Riom, puis celui de la Haute Cour de justice en 1947, ont clairement démontré que, si on l'avait voulu, ces appareils auraient été fin prêts en mai 1940. Autre étrangeté sur laquelle les théoriciens de la thèse incompréhensible n'ont pas voulu se pencher. Les avions livrés par les États-Unis ont été envoyés sur une chaîne de montage à Dakar, d'où ils ne sont jamais partis. Ni aucun, ni le général Gamelin, ni Édouard Daladier, qui cumulait à l'époque les fonctions de ministre de la guerre et de président du Conseil, n'ont été avertis de ce détournement flagrant. Et l'on constate qu'une fois de plus, tout est lié. Le sabotage et les paravents mis en place par les historiens pour détourner l'attention du public de ces petits détails dérangeants, préférant évoquer de vagues responsabilités indéfinissables. En réalité, ils savaient parfaitement que les responsables de ce sabotage étaient les inspecteurs généraux de l'aviation, dépendant directement du général Villemain, commandant en chef de l'armée de l'air, et du général Georges, commandant en chef sur le front du Nord-Est. C'est à eux qu'appartenait de préparer l'armée et la bataille en fonction des plans et directives du général Gamelin. Or, là encore, Gamelin fut maintenu dans l'ignorance de ce sabotage. Lui pensait pouvoir disposer de tous ces appareils. Venons-en maintenant à la seconde question.
Pourquoi n'avoir utilisé que 500 appareils environ, en moyenne, sur le front du Nord? Où étaient les 300 autres? Et cette fois, la réponse est encore plus simple. Parce qu'on les a envoyés dans le sud de la France pour protéger les usines d'armement. Or, ces usines étaient hors de portée des bombardiers allemands. Pour répondre à cette évidence, les théoriciens du Blitzkrieg ont alors évoqué la crainte d'une attaque italienne. Le problème est que cette crainte ne se justifiait pas. En effet, le maréchal Badoglio, grand ami du général Gamelin et commandant en chef, l'armée italienne lui avait juré que l'armée italienne ne bougerait pas. Pourquoi? Tout simplement parce que la victoire des Alliés ne faisait aucun doute. En effet, l'historiographie mondiale a totalement oublié que l'armée allemande était plus faible, qu'elle n'avait que pour 1 mois de munitions et d'essence, enfin que tout le monde était au courant du plan Manstein et de la date de l'attaque. En 2 mots, que les Alliés ne pouvaient pas perdre. Ce qui a permis de prétendre qu'il était tout à fait normal d'immobiliser 300 appareils dans le sud, alors qu'ils auraient pu intervenir sur le front du nord-est et, en cas de besoin, rejoindre le sud en quelques heures pour répondre à une entrée en guerre de l'Italie. Restent évidemment les 2 questions qui ont torturé tant d'anciens combattants depuis 1940. Pourquoi n'a-t-on pas vu de chasseurs français dans le ciel de Sedan, Dinan et Givet pour soutenir les fantassins, sans arrêt bombardés par la Luftwaffe? Et pourquoi les bombardiers français n'ont-ils pas bombardé les concentrations de chars et les ponts en construction sur la Meuse? Et cette fois, la réponse tient en quelques mots. Pour ce qui concerne les chasseurs, soit parce qu'on les interdisait de vol, soit parce qu'on les envoyait là où ils ne risquaient pas de rencontrer les avions allemands. Quant aux bombardiers, soit on les envoyait bombarder des objectifs mineurs, soit on annulait la mission sous des prétextes divers, afin de laisser les Anglais partir seuls au casse-pipe. Enfin, lorsque la mission était par extraordinaire maintenue, de nombreux équipages faisaient demi-tour, sous prétexte d'incidents techniques, et seuls les équipages composés de pilotes républicains parvenaient sur objectif, où ils étaient la plupart du temps abattus. On remarquera également que nombre de victoires homologuées pendant ces quelques jours cruciaux par la chasse française et la DCA française concernaient en réalité des avions britanniques, abattus soi-disant par l'erreur. Ainsi, les nouvelles archives révèlent que la 5e colonne cagoularde concernait également l'aviation et la DCA, que les sections spéciales étaient en réalité infiltrées partout. Et comment imaginer que cela n'aurait pas été le cas? Donc, quoi qu'il en soit, et puisqu'il est temps de conclure, rappelons aux théoriciens de l'illogisme que le général Gamelin prévoyait de limoger, en même temps que le général Georges, le général Villemain, commandant l'armée de l'air et principal responsable de ses défaillances, ainsi que le général Tétu, responsable de l'armée de l'air auprès du général Georges, et chef cagoulard notoire, connu de tous ses experts. Reste évidemment à comprendre dans quelles circonstances Gamelin et Daladier seront écartés de la bataille juste avant de pouvoir évincer ces généraux putschistes. Donc à bientôt, peut-être, si les grands censeurs nous laissent la parole.